vous êtes sur RTL. 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob. Et bienvenue dans ce studio d'RTL. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Alors ça a commencé par les députés France Insoumise, le RN a suivi, et puis finalement 7 parlementaires aussi LR s'y sont mis. Ils boycottent le déjeuner organisé aujourd'hui à l'Élysée pour les Hauts-de-France dans le cadre du grand débat organisé par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux, franchement ? Ils ont raison. Écoutez, ce grand débat tourne à la caricature. On voit bien que le président de la République tire sur la corde. Il a un objectif d'ailleurs qui est très clair, qui est d'enjamber les élections européennes. Le grand débat devait arrêter, je crois, autour du 15 mars. Et puis, chaque semaine, on réinvente quelque chose de nouveau pour voir comment on peut continuer à tirer sur la corde. Avec, en plus de ça, des méthodes d'organisation où, vous avez bien noté que certains sont autorisés à parler, d'autres ne le sont pas, entre autres les parlementaires. Oui, alors attendez, ne sont pas autorisés à parler. Vous vantez, chez LR, d'avoir été parmi les premiers à signaler que Emmanuel Macron ne savait pas parler au territoire. Vous avez été maire, vous êtes un élu local. Tout ça ne m'avait pas échappé. Exactement. Mais ce qui manque un peu de cohérence, c'est qu'aujourd'hui, vous dites quand Emmanuel Macron reçoit les maires, eh bien, c'est pas normal qu'il leur donne prioritairement la parole. Les députés, toutes les semaines, ils peuvent... Non, attendez. Les députés, ils peuvent tous les jours ou toutes les semaines interpeller l'exécutif. Ça n'est pas du tout ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est que ceux qui avaient le droit de parler étaient ciblés. D'ailleurs, les questions étaient soumises. On ne sait jamais. Vous parlez d'un filtrage, là. Oui, tout à fait. Il y a un vrai filtrage. Et ensuite, à partir du moment où on rassemble les élus, que les parlementaires, qui ne sont pas si nombreux, ne soient pas autorisés à intervenir, ça me choque un peu. On les intervient vous auriez refusé, Christian Jacob, pardon. Vous auriez refusé, l'invitation à déjeuner d'Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat. Vous trouvez que c'est républicain ? Oui, parce que je ne suis pas dans la caricature. Moi, vous savez, j'ai rencontré une fois le président... Vous n'êtes pas dans la caricature. Vous dites oui, je l'aurais boycotté. Oui, dans ce cadre-là, oui, tout à fait. Je pense qu'il ne présente aucun intérêt. Et le fait d'interdire, mais attendez, le fait de dire aux parlementaires, vous êtes invités à écouter le discours du roi, mais vous êtes là pour être bien gentil, vous taire, baisser les yeux et écouter. Non, les parlementaires ne sont pas là pour cela. Vous voyez le discrédit des élites, Christian Jacob. C'est une des révélations, une révélation, il aurait fallu être souris aveugle pour ne pas s'en rendre compte, mais en tout cas, c'est absolument un des points majeurs qui est révélé par ce grand débat. Le discrédit des élites a commencé par les politiques. Est-ce que face à cela, il faudrait pas plutôt... aussi, on est tous absolument. Est-ce que face à cela, il faudrait pas plutôt que de faire de la politique politicienne, jouer collectif ? Vous compromettez en allant discuter. Mais qu'est-ce que l'on fait ? Qu'est-ce que l'on fait ? Nous avons participé au grand débat, nous avons mis des propositions sur la table, avec certains succès mitigés sur la manière dont ils sont reçus, mais au moins nous avons mis des propositions sur la table, nous allons le faire. Accorder à l'exécutif qui n'a pas encore révélé ses décisions. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Critiquer par avance. Non, mais ce que je vous dis, c'est que ce grand débat avait une date de fin, qui était le 15 mars. On voit bien que le président de la République est préoccupé, une préoccupation très politicienne, qui est celle de fuir le débat européen et de l'enjamber. Et donc de rajouter du débat au débat, par exemple à l'Assemblée nationale. La semaine prochaine, l'Assemblée nationale, ça n'est pas une salle des fêtes, ça n'est pas un gymnase, c'est l'Assemblée nationale, on y fait la loi. Et à partir de ce moment-là, on était en droit d'attendre, à l'issue de ce grand débat, des propositions que nous avons mises, nous aussi, sur la table, et bien qu'il y ait un projet de loi qui soit présenté, une loi de finances, et qu'on se prononce dessus et qu'on vote. Or, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? On va débattre sur le débat. Mais pas pendant une semaine, pendant 15 jours. Vous voulez pas entendre d'abord les décisions du président ? Mais on va pas les entendre. Il n'y a pas de propositions qui vont être mises. 15 avril. Il n'y en aura pas ? Non, puisque c'est un débat sans vote. Mais regardez ce qui est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est un débat sans vote. Oui, et la semaine d'après aussi. Le 8 avril, c'est la restitution par le Premier ministre des éléments du grand débat. Et autour du 15 avril... Oui, comme ça, il y a 15 jours de coupure. On arrive à peu près à fin avril. Fin avril, on redémarre par la première semaine de mai. Pas de bol, dites donc, c'est le 1er mai qui arrive dans cette semaine-là. Donc comme ça, on va arriver à 8 jours des Européennes. Et on va se dire, 8 jours des Européennes, comprenez, on arrive aux élections européennes. Non, là, il faut enjamber les choses. Et donc, on aura évité de décider quoi que ce soit. Ça n'est pas normal qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, qu'il n'y ait pas de vote, qu'on ne connaisse pas les propositions. Il aurait fallu qu'il fasse quoi, le président ? Quel calendrier ? Le calendrier qu'il avait donné.
fin du grand débat le 15 mars, et que l'Assemblée nationale soit amenée à se prononcer sur ce que l'exécutif avait retiré de ce grand débat. Ça me semblait simple. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée. D'ailleurs, vous vous entendiez bien avec lui. Vous jugez toujours que c'est un bon président de l'Assemblée nationale? Oui, je trouve qu'il représente plutôt bien notre institution, qu'il la défend. Après, ça n'empêche pas nos différences politiques qui sont profondes. Bien sûr, mais c'était plutôt un bon président de l'Assemblée nationale. Oui. D'ailleurs, il avait prévu de venir devant le groupe LR à votre invitation pour présenter sa réforme. Il le fera toujours. Donc, écoutez, oui, bien sûr, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Non, parce que à moins que le président de la République lui interdise. En tout cas, Richard Ferrand, selon lui, voilà ce qu'il dit hier, toute réponse apportée par l'exécutif et le législatif en conclusion du grand débat sera par avance jugée insuffisante par les Français dont les attentes sont contradictoires. Est-ce que vous souscrivez ? Il met beaucoup d'espoir dans la parole du président de la République, dites donc. C'est pas rassurant quand même. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait des propositions concrètes. Or, à force de mettre la poussière sous le tapis, de refuser de trancher les choses, effectivement, on est dans cette situation qui n'en finit plus. Je crois que tout le monde en a ras-le-bol de ce débat et on a envie d'en sortir. C'est bientôt, c'est autour du 15 avril, c'est dans 15 jours. On en reparlera. Le député LR Arnaud Viala, Christian Jacob, ainsi qu'une vingtaine de députés du groupe ont déposé une proposition de loi qui permettrait de suspendre le RSA pour les manifestants qui se livrent à des dégradations sur des lieux publics ou des lieux privés, même sans armes, même s'ils continuaient simplement à participer à un attroupement après les sommations des forces de l'ordre. Est-ce que vous voteriez cette proposition de loi issue de votre groupe ? Écoutez, moi je trouve qu'ils ont eu raison de mettre ça sur le débat. Tout le monde en a assez de ces casseurs. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas d'une suppression, mais d'une suspension. Qui permet, la différence d'une suspension, c'est qu'on peut le remettre à certains moments. Est-ce qu'il est normal ? C'est proportionné comme sanction ? Est-ce qu'il est normal que des voyous qui brûlent des magasins, saccagent des voitures, des bâtiments publics, puissent continuer à bénéficier tranquillement de la solidarité de l'État ? Je pense que la question mérite d'être posée. Ensuite, ce sera jugé. Quand les faits sont constatés, ce sera jugé et la justice fera son travail. Mais d'émettre la possibilité de suspension, écoutez, moi, j'ai pas d'objection majeure, c'est pas une proposition. C'est bien que ça existe comme menace pour que ce soit dissuasif, mais aller jusqu'au bout. C'est la justice. Non, mais on est dans un état de droit. Oui, le RSA n'est pas conditionné à un casier judiciaire vierge aujourd'hui. Bien entendu. Mais on est dans. Mais ça ne m'avait pas non plus échappé, je vous rassure. On est dans un état de droit. C'est la justice qui décidera. Mais de dire, est-ce qu'aujourd'hui, il est normal que des gens qui, encore une fois, saccagent des magasins, brûlent des voitures, s'en prennent aux forces de l'ordre, puissent continuer à bénéficier de la solidarité nationale? Je pense que la question mérite d'être posée. Donc vous voteriez cette proposition de loi si elle arrivait oui, alors pour le moment, écoutez, on n'en est pas là, puisque vous savez que les niches parlementaires pour les groupes des Républicains, on en a 3 dans l'année. Donc vous savez, il y a un peu embouteillage. La liste La République En Marche a été présentée, en tout cas 30 noms cette semaine. Nathalie Loiseau en tête de liste, désormais ancienne ministre des Affaires européennes. C'est une candidate que vous prenez au sérieux? Sérieux, elle a déjà été candidate il y a 30 ans, vous savez, donc on verra. C'est une récidive. Au-delà de ça, elle était candidate à quoi, par parenthèse? Aux européennes. Elle était tête de liste, oui, elle avait dû faire 1,7, ça doit être ça, ou quelque chose de cette nature. Bon, écoutez, donc vous avez raison, buvez à sa santé. Mais de l'eau, je précise aux auditeurs, parce qu'il pourrait y avoir une petite ambiguïté. Continuons. Non, cette liste, tout d'abord, l'accouchement a été difficile. On a vu le président de la République avoir beaucoup de difficultés à réussir enfin à trouver quelqu'un qui accepte de conduire cette liste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était au forceps. Totalement par défaut. Écoutez, le parti majoritaire, le parti du président de la République, incapable de choisir une tête de liste, qui tergiverse pendant des semaines, avec une liste quand même de briquet de broc, telle qu'elle est faite aujourd'hui. Pour l'instant, dans les sondages, elle fait beaucoup plus que votre... même si vous avez l'air de ne pas en revenir d'avoir un François-Xavier Bellamy qui gagne des points dans les sondages. Non seulement on en revient, mais on est plutôt content. Vous êtes soulagé même. Oui, parce qu'on est en train de réussir à créer ce débat européen. Vous savez, toute la préoccupation d'Emmanuel Macron, c'est de fuir le débat européen.
et de faire en sorte de l'enjamber, qu'il n'y ait pas de discussion et d'essayer de nous faire le remake de la dernière présidentielle. Nous, on a décidé de faire un travail de fond. Quelqu'un qui a fait un discours à la Sorbonne, qui a fait une tribune dans tous les journaux européens, vous dites il fuit le débat européen. Oui, tout à fait. Oui. Parce que, vous voyez, quand il y a eu la crise, François Langlais faisait référence à la crise de 2009. Au moment de cette crise, le président Sarkozy, à l'époque, avait fait le tour des capitales européennes pour essayer de trouver une réponse à cette crise européenne, et il l'avait d'ailleurs trouvé en partie. Là, Emmanuel Macron, comme il le fait habituellement, avec arrogance, avec mépris, court-circuite les chefs d'État, les chefs de gouvernement, essaye de s'adresser aux Européens en ne prenant pas en considération les chefs d'État et de gouvernement. Et donc, pendant ce temps-là, on occupe la galerie, mais il n'y a pas de débat européen en France. François-Xavier Bellamy, il n'a aucune expérience en matière européenne. Aucune. Nathalie Loiseau connaît davantage quand même les couloirs. Oui, je ne suis pas persuadé que les Français aujourd'hui attendent à tout prix un technocrate pour conduire une liste. Ouais. Un philosophe davantage. Je pense qu'au moins il remet les valeurs de fond, il a le mérite de poser un débat sur la table. Quel débat Nathalie Loiseau a posé aujourd'hui? Aucun. D'abord, incapable de se décider sur choisir cette tête de liste, qui était la position du gouvernement, enfin du président de la République. Juste un mot, vous disiez, je vous demandais, vous êtes soulagé par la performance de Bellamy à ce stade. On n'est pas soulagé, on est content. Vous êtes content. On rappelle juste que François Fillon, il a fait 20 au premier tour. Vous n'en êtes pas là. Non, mais vous avez bien noté qu'on progressait. Je voudrais pas que ça vous fasse de la peine, quand même, notre progression. On était, il y a un mois et demi, 2 mois, on était à 8% dans les sondages. On est aujourd'hui autour de 14, voire 15. On rêve d'être bien au-delà. Bien au-delà. Merci Christian Jacob. Merci à vous. Le grand débat tourne à la caricature et à l'Assemblée. Voilà qu'on va débattre sur le débat et sans vote jusqu'aux européennes, vient de nous dire notamment Christian Jacob. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr et nous avons rendez-vous dans un instant avec Cyprien Sini pour son Inattendu. RTL Matin, 7h55.